Merci d'assister à ce webinaire, organisé par la SFGP et le GFP. Hop. Alors ce webinaire, est organisé, par le groupe, thématique, Rêverie, sur la récupération et la valorisation des ressources issues de déchets et on va parler aujourd'hui de l'extrusion réactive, heu, appliquée, au recyclage des plastiques. Donc juste pour rappel au niveau du programme, nous aurons, 3 intervenants, principaux. Véronique Gounand-Legarré qui nous parlera de la valorisation des déchets, plastiques par extrusion réactive, Sandrine Hopp qui nous parlera de l'extrusion assistée par CO2 supercritique et Claude Janin qui nous parlera de la régénération du caoutchouc par extrusion réactive. Avant, de, commencer, je vais laisser la parole à, François Nicole, qui est le président de la SFGP, pour nous dire 2 mots de, la SFGP. Hop, François, je te laisse la main. Merci Yannick, bonjour à tous et donc bienvenue à ce Zoom de la CFGP sur l'extrusion réactive. Alors en effet, j'ai prévu quelques slides, donc je vais partager mon écran. Donc quelques slides rapides pour vous dire quelques mots sur la SFGP pour ceux qui ne connaîtraient pas notre association. Donc la Société française de génie des procédés, c'est ce qu'on appelle une société savante qui souhaitent contribuer au progrès industriel. Donc, c'est d'abord un groupe d'experts, une source de compétences scientifiques. Donc, on a autour de 500 membres, je dirais entre 500 et 700 membres, qui sont à la fois des académiques, chercheurs, enseignants-chercheurs, des doctorants également d'ailleurs, mais aussi des industriels et des équipementiers. Donc, je pense que c'est l'une des forces de la SFGP, c'est que c'est à la fois académique et industriel. Donc, le moteur de la SFGP, ce sont ces groupes thématiques. Donc, Rêverie en est un et Yannick vous le présentera plus en détail tout à l'heure. Rêverie est un GT très récent. Et ces GT, en effet, ont pour vocation d'animer leurs thématiques scientifiques. Donc, en organisant des rencontres scientifiques, des journées de débat, des symposiums ou des webinaires comme aujourd'hui. Alors, la CFGP, c'est aussi des actions très concrètes, donc par son journal, par sa newsletter mensuelle que vous devez sans doute recevoir, mais surtout par son congrès national qui a lieu tous les 2 ans, et ses journées de prospective industrielle que nous appelons les Catala Le Thor. Donc, nos missions principales à la CFGP, donc, c'est contribuer à la réflexion nationale. C'est une société savante donc, sur les grands défis industriels et sociétaux, donc réchauffement climatique, transition énergétique, bioéconomie, santé, nouvelle France industrielle, j'allais dire le monde d'après qu'il faut maintenant préparer. Faire bénéficier la communauté d'un réseau d'experts, donc c'est d'abord la première mission je dirais, de la CFGP, c'est de développer le génie des procédés. Et pour cela, on se veut un lieu d'échange et de réflexion pour tous les professionnels ou étudiants concernés par le génie des procédés. On souhaite également promouvoir l'innovation et la formation par la recherche. Et pour cela, on a lancé quelques initiatives pour attirer les talents dans notre discipline et faire évoluer l'enseignement du génie des procédés. Alors, quelques contributions majeures sur les années passées. Donc, les assises du génie du procédé que nous avions organisées, je crois, en 2016 à la Maison de la Chimie. Le premier livre blanc sur le génie des procédés en France, qui voulait faire un bilan de nos forces académiques et industrielles dans le domaine. Un second livre blanc qui a été présenté lors de notre congrès de Nantes sur l'usine du futur pour les industries de procédés, de façon à bien marquer le fait que l'usine du futur concerne aussi les industries de transformation de la matière. Les webinars, donc organisés d'abord avec la Fédération européenne de génie des procédés, le premier portant sur l'impression 3D et le génie des procédés, le second sur l'usine du futur. Et en 2020, fin 2020, nous avons lancé un think tank sur l'ingénierie circulaire, largement porté par le GT Rêverie qui organise ce webinaire aujourd'hui. Donc en 2020, donc en effet, donc, dans le contexte tout particulier du confinement, nous avons voulu lancer les webinaires thématiques que nous avons appelés les Zooms de la SFGP. Donc ces Zooms vous sont offerts par la SFGP. Et je vous donne déjà rendez-vous, cette fois-ci en présentiel, nous espérons, à nos prochaines journées Catella Le Thor, les 18 et 19 novembre 2021, qui porteront sur l'ingénierie circulaire. Et sur un futur un peu plus lointain, rendez-vous à Toulouse,
pour le congrès national de la CFGP, organisé fin 2022 par la région Sud-Ouest. Et bien sûr, bah, si vous voulez en savoir plus, bah, je vous donne rendez-vous sur notre site web qui est d'ailleurs refondu tout récemment, donc, sur lequel, par exemple, vous pouvez adhérer à notre association. Voilà, donc bah, je vous remercie encore de participer à ce webinaire, à ces Zooms de la CFGP, et je vais rendre la parole à Yannick qui va vous présenter le GT Rêverie. Merci à tous et bon webinaire. Merci François. Heu, donc effectivement, juste avant de continuer, une petite précision, n'hésitez pas à réagir, et à poser vos questions dans la partie, Q&A ou Q&R, je ne sais plus comment ça s'affiche dans Zoom, préférentiellement ici plutôt que par le chat pour une meilleure traçabilité en fait des échanges, puisqu'ensuite les questions et les réponses qui ne pourront pas être traitées pourront vous être transmises, un peu plus tard. Heu Effectivement sur le GT Rêverie de la SFGP, heu, les thématiques, principales sont sur le recyclage et étude du cycle de vie des matériaux, notamment polymères, sur la conversion chimique, biologique ou thermique des résidus, pour la production de ressources, matières et aussi d'énergie. On parle aussi d'extraction de composés d'intérêt, notamment métalliques et de production de matières premières secondaires. Et on traite des thèmes qui font bien sûr écho à de nombreux mots-clés comme on peut trouver dans le Green Deal, Horizon Europe ou SNBC. Donc voilà très rapidement Jeter Rêverie. Pour vous donner quelques éléments du contexte du webinaire d'aujourd'hui, on parle, de plastique, de production de plastique, dans le monde. On en est, en 2019 à peu près à 368 millions de tonnes, produites, soit environ 12 tonnes par seconde de plastique produite, majoritairement en Asie. La Chine représente à elle seule déjà 30 de la production. Heu, Quelque chose d'intéressant et on verra par la suite pourquoi c'est intéressant, c'est qu'environ 80 de la production sont des thermoplastiques et on a à peu près 26 de cette production qui concerne le, domaine du packaging. Quand on parle de production, ben, on s'intéresse aussi derrière au recyclage et on s'y intéresse, je dirais d'autant plus quand on regarde cette courbe, où on a en 1989 vraiment une prise de conscience, qu'il faut s'intéresser au recyclage. Pourquoi? De ces plastiques, parce qu'on voit que le volume heu, de production de plastique a dépassé celui de l'acier, voilà, à la fin des années 90, se posant la question vraiment de recyclage de ce matériau. Il faut savoir à peu près qu'aujourd'hui, on est à un taux mondial de recyclage des plastiques inférieur à 20, donc de manière très inégale, à l'échelle mondiale, bien évidemment. En Europe, on atteint les 30, voire un petit peu plus. C'est tout à fait inégal, mais il y a de plus en plus, bien évidemment, de politiques incitatives, notamment en Europe. On a la stratégie européenne sur le plastique qui a été mise en place dès 2018 et des décrets qui tombent régulièrement, sur l'usage de ces plastiques et de leur recyclage, et une pression médiatique de plus en plus forte, notamment on le voit avec de plus en plus de plastic bashing, en ce moment. D'où, le caractère, urgent d'intensifier un peu ce recyclage, des plastiques. Un procédé en particulier, l'extrusion. Pourquoi ce procédé-là? Ben, en fait, on a vu tout à l'heure que 80 des plastiques produits sont des thermoplastiques, c'est-à-dire des matières plastiques qui sont malléables à la chaleur. Et donc, bien évidemment, cette technologie, d'extrusion, depuis une trentaine d'années, est devenue un procédé le plus utilisé, pour le recyclage, des plastiques, pour regranuler des plastiques, qui avaient été, utilisés, pour en donner une deuxième vie et réintroduire ça dans le cercle dans le cycle de la plasturgie. Mais néanmoins, alors effectivement, c'est très pratiqué, très connu maintenant par les recycleurs. Il y en a néanmoins quelques limitations, notamment des dégradations, thermochimiques de
ces plastiques traités, donc des pertes de propriétés mécaniques. On a une sensibilité de cette technologie à la qualité des gisements en amont, notamment en termes d'impureté ou de formulation, de mélange de plastique aussi, et donc qui pourrait entraîner des incompatibilités de plastique entre eux. Une viabilité économique qui n'est pas toujours bien sécurisée et qui est liée au cours du pétrole et au prix de la matière vierge. Ces prix au niveau économique fluctuent fortement et on est quasiment égal, voire parfois un peu plus cher que du vierge en fonction du cours du pétrole. Donc ce qui n'est pas forcément toujours incitatif pour aller acheter des plastiques recyclés. Et ben, la nature même finalement de la matière à traiter, puisque pour l'extrusion, ben, on s'intéresse principalement au thermoplastique et pas à d'autres types de plastique. Donc voilà pour ces éléments de contexte. Je vais laisser maintenant. Donc, merci aux organisateurs de cette journée, Yannick et Sophie, de m'avoir invitée. C'est vrai que quand on m'a proposé de présenter donc l'intérêt pour le recyclage du plastique du procédé extrusion, alors moi dans mon cas ce sera l'extrusion assistée par CO2 supercritique, ben, ça m'a replongé quelques années en arrière, puisque c'est quand je suis rentrée au CNRS en 98, on a travaillé au sein de l'équipe génie des procédés de polymérisation à Nancy. euh, Entre 98 et 2018 sur les procédés assistés extrusion supercritique, notamment pour le greffage de molécules polaires sur des plastiques apolaires tels que le polyéthylène ou le polypropylène. On a travaillé également aussi sur l'homogénéisation de polyolépines, bimodales. Donc voilà, donc j'ai eu une expérience sur ce procédé pendant une dizaine d'années. Et puis, en fait, il y a eu peut-être une baisse après avoir suscité beaucoup d'attentes autour de ce procédé, eh bien voilà, ça c'est la vie de la recherche. On a laissé un peu ce procédé de côté, en tout cas dans notre équipe. Donc, ce qui m'a amené aujourd'hui pour cette présentation à me replonger dans la bibliographie et dans les publications, dans les brevets, pour voir ce qui se continue à se faire dans ce procédé. Et il y a encore une activité constante, même s'il n'est pas exponentiel, je vous le redirai tout à l'heure. En fait, il y a toujours un intérêt sur cette procédé, et notamment dans le domaine du recyclage du plastique. Alors, juste pour faire un bref, pourquoi j'ai précisé un petit peu ce que j'ai écrit en sous-titre de mon titre, entre attente et réalité d'un procédé propre, sûr et performant pour le recyclage des plastiques, c'est parce que historiquement, si on regarde, si on se replace fin des années 70, eh bien, le CO2 supercritique, l'utilisation du CO2 supercritique dans les procédés, a suscité beaucoup d'attentes et qui étaient justifiées, puisque par exemple, les torréfacteurs de café ont pu mettre au point de manière industrielle l'extraction de la caféine grâce au CO2 supercritique, et ce, en remplacement de solvants toxiques qui étaient utilisés jusqu'ici. Donc, donc, ces procédés d'extraction ont gagné et continuent à croître, puisque l'industrie de la parfumerie s'en est emparée pour essayer d'extraire des molécules odorantes à partir de végétaux. Et puis, ça a gagné aussi également d'autres pratiques comme la purification, l'imprégnation, euh, voilà, et donc dans des domaines aussi différents que l'agroalimentaire, la pharmaceutique, la cosmétique. Mais dans ces procédés industriels qui sont passés à l'étape industrielle, on est toujours dans des autoclaves et pas dans des procédés continus comme on va pouvoir le retrouver dans l'extrusion. C'est pour ça que voilà, la réalité, c'est peut-être la réalité industrielle de ce procédé qui n'a peut-être pas encore obtenu une maturation industrielle suffisante aujourd'hui, même si on voit, et ça c'est ce que l'a bien montré aussi ma collègue Véronique précédemment, c'est que maintenant avec le recyclage, eh bien, on revoit un intérêt sur cette technologie d'extrusion assistée par CO2 supercritique dans le domaine du recyclage. Je vous en montrerai quelques exemples justement.
Donc, après ce préambule peut-être un peu long, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera en 3 parties. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les fluides supercritiques et puis leur utilisation en extrudeuse. Donc, je rappellerai dans un premier temps les propriétés générales du CO2 supercritique et comment on l'emploie en extrusion. Et puis, pour venir en fait au cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les applications potentielles pour le recyclage. Et donc là, il y aura 3 parties. Je parlerai des pré-traitements. Donc là, c'est pareil, ça a bien été dit dans la présentation précédente. Souvent, les plastiques, quand ils ont été qui ont été utilisés dans le domaine de l'emballage, généralement, ils sont contaminés, ils peuvent avoir des odeurs. Et donc, avant de les recycler, il va falloir essayer d'extraire ces contaminants ou ces composés odorants. Ensuite, je parlerai du recyclage mécanique. Alors, pour ce qui concerne l'utilisation du CO2, les CO2 supercritiques en extruseuse, il est très facile avec ce procédé d'obtenir des mousses et des produits allégés. Ça permet aussi de favoriser les mélanges de polymères et l'incorporation de charges additifs. Donc, ça permet de revaloriser de cette façon-là, par recyclage mécanique, de revaloriser les plastiques. Et enfin, je terminerai par le recyclage chimique. Là aussi, Véronique en a parlé précédemment. Donc là, c'est le recyclage chimique comme il a été évoqué, mais cette fois-ci en utilisant un solvant vert, on va voir, qui est le CO2 supercritique. Donc à la fois pour faire de la dépolymérisation ou de la déréticulation quand on va être sur des élastomères ou des polymères thermodurcis. Donc, alors quelques petits rappels sur le CO2 supercritique et ses interactions avec les polymères. Donc, pour rappel, l'état supercritique pour un fluide, c'est un état où il se trouve dans un état qui est intermédiaire entre celui d'un liquide et celui d'un gaz. Donc, vous voyez ici sur ce diagramme que le point supercritique pour le CO2, on peut l'atteindre relativement facilement puisqu'il se situe en portant le fluide, le CO2 supercritique au-dessus de 74 bars de pression et 31 degrés de température. Donc, ça, c'est relativement facile à obtenir. C'est des conditions opératoires qui sont relativement faciles à obtenir dans une extrudeuse. On passe dans l'état supercritique. Alors, il y a d'autres fluides qui peuvent utiliser aussi en extrusion, mais vraiment de façon minoritaire. J'ai trouvé quelques publications qui utilisaient également le méthanol. Donc, vous voyez, qui est atteint à 80 bars et 240 degrés. Donc là aussi, faisable en extrusion. Et l'eau supercritique. Alors par contre, là, l'eau supercritique, les températures et les pressions deviennent quand même de plus importantes. Et puis aussi, il y a un gros défaut de l'eau supercritique, c'est que ça va être assez corrosif. Donc, l'utiliser dans une extrudeuse n'est pas forcément très simple, même si j'ai pu voir un brevet qui revendiquait l'utilisation de l'eau supercritique en extrusion. Alors, comme vous voyez à droite, ça c'est pour vous illustrer un petit peu le fait qu'effectivement, au point supercritique, on a disparition de l'interface entre la phase liquide et solide, et on va obtenir un fluide, c'est ça tout l'intérêt d'utiliser le supercritique, qui aura des propriétés intermédiaires entre un liquide et un gaz, donc un pouvoir solvant important comme un liquide, et puis des très bonnes propriétés de transport comme celle d'un gaz. Donc, comme je vous le disais, le CO2 supercritique, il est beaucoup utilisé pour faire de l'extraction parce qu'effectivement, il a un pouvoir de solvatation modulable en fonction de la pression et de la température. Donc, quand on va l'amener dans le domaine supercritique, on va pouvoir solubiliser un certain nombre de solutés. Et puis, quand on va revenir à la phase gaz, eh bien, on va pouvoir extraire ces solutés. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le CO2 supercritique pouvait être considéré comme un solvant vert, parce qu'en fait, il est 100% sûr, donc non toxique, non inflammable, non corrosif. Il a reçu les agrégations de la FDA pour des utilisations dans l'alimentaire et la pharmaceutique. Il a l'intérêt aussi d'être inodore et incolore. On peut l'obtenir avec des très hauts degrés de pureté. Et puis, dernier avantage, c'est qu'il est peu onéreux. On peut s'en procurer aussi. Alors, en laboratoire, on utilise des bouteilles
CO2 liquide. Mais si on veut passer à une phase industrielle, on peut avoir du CO2 et le passer en CO2 supercritique en utilisant du CO2 issu de sous-produits issus de la synthèse de l'industrie chimique. Et puis enfin, point important, parce qu'on peut se dire le CO2 c'est un gaz à effet de serre, mais en fait quand on l'utilise en industrie, on va le recycler sur le procédé. Donc il n'y a pas de ce problème de relargage dans l'atmosphère du CO2. Alors rapidement, le CO2, c'est une molécule apolaire, donc c'est un bon solvant des composés apolaires tels que les molécules hydrophobes, alors, ouais, comme les produits comme les alcanes ou les huiles. Il a un moment dipolaire élevé, donc on peut également, pour des molécules qui seraient faiblement polaires, comme les alcools, les esters, etc., on peut aussi avoir une certaine dissolution. Et puis, si on ajoute un cosolvant, comme le méthanol ou l'éthanol, on peut encore augmenter la solubilité et élargir un peu le spectre des molécules solubles dans le CO2 supercritique. Maintenant, si on regarde l'interaction du CO2 supercritique avec les polymères, ah oui, non, pardon, excusez-moi. Cette solubilité, elle varie avec la température et la pression, hein. Donc, la solubilité, elle augmente avec la pression. Avec la température, l'effet est un peu plus complexe. En fait, quand on se trouve à faible pression et qu'on augmente la température, le pouvoir solvant du CO2 diminue. Par contre, quand on est à des pressions élevées, quand le fluide est quasiment incompressible, cette fois-ci, la solubilité augmente avec la température. En fait, ceci est dû, donc c'est ce qu'on voit, j'espère que vous voyez bien ma souris, hein. Vous voyez, à faible pression, eh bien, la solubilité, si on voit la concentration de la solubilité dans le CO2 supercritique, elle diminue avec la température, mais quand on est en faible haute pression, eh bien, on voit qu'on a une augmentation de la solubilité avec la température. Et donc, ceci est dû à l'influence compétitive de deux phénomènes: la variation de la tension de vapeur de solubilité qui augmente avec la température et la variation de la masse volumique du CO2 qui, elle, varie à la fois en fonction de la température et de la pression. Maintenant, si on regarde ce qui va nous intéresser, hein, quand on va faire de l'extrusion, ben, les plastiques, on va les fondre, hein, dans une extrudeuse. C'est la première opération qui va se passer dans l'extrudeuse. Et on va les mettre en contact avec le fluide supercritique. Alors, la plupart des polymères, sauf des cas particuliers comme les silicones ou les polymères fluorés, sont insolubles dans le CO2 supercritique. Mais par contre, le CO2 supercritique à faible concentration, c'est un très bon plastifiant des polymères. Ça permet de baisser assez drastiquement la température de transition vitreuse. Ici, je vous ai donné un exemple, hein. Par exemple, pour le polystyrène, qui a une température de transition vitreuse de 105 degrés, eh bien, avec 1% de CO2 supercritique, on passe à une température de 98 degrés, température de transition vitreuse de 98, et de 46 degrés dès qu'on augmente jusqu'à 6% de CO2 supercritique. Un effet aussi qui va être très intéressant quand on va travailler en extrusion, c'est la réduction assez forte aussi de la viscosité des polymères, ce qui va permettre pour des polymères qui seraient un peu thermosensibles, de travailler avec des températures plus faibles. Et c'est un bon agent gonflant physique des polymères. Ça sera illustré par la fabrication des mousses tout à l'heure. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a aussi la possibilité de travailler avec un cosolvant. Alors, ce qui va pour augmenter justement la solubilité de soluté dans le CO2 supercritique. Par contre, c'est vrai que quand on est dans le domaine du recyclage, on va éviter d'utiliser un cosolvant parce que voilà, l'intérêt du CO2, c'est de se passer justement des solvants. Alors maintenant, un petit point, toujours voilà, pour que vous mettre à jour un petit peu les connaissances sur l'extrusion assistée supercritique. Je vais vous donner quelques aspects technologiques et je parlerai des mesures des propriétés en ligne qu'on peut faire sur l'extrusion. Alors, le principe de fonctionnement général, que ce soit pour des extrudeuses monovis ou bivis, alors il est le même, hein. On introduit le polymère à la trémie d'alimentation de l'extrudeuse. On va ensuite injecter du CO2 supercritique, donc en laboratoire, comme je vous disais, ça nous provient d'une bouteille pressurisée. Ce CO2 supercritique, on va le
pour pouvoir le pomper de façon constante, on va bien le maintenir à une température froide, en général à 4 degrés, pour qu'il reste liquide pendant l'opération de pompage. Et ensuite, avant l'injection dans l'extrudeuse, on va le réchauffer. Alors, c'est une étape qui peut être, qui n'est pas forcément obligatoire, hein. Le réchauffage la montée en température du CO2 peut se faire aussi directement au contact du polymère fondu dans l'extrudeuse. Par contre, ce qui est très important quand on va injecter le CO2 supercritique dans une extrudeuse, c'est d'avoir une zone confinée dans laquelle le CO2 va pouvoir monter en pression dans l'extrudeuse. Et pour cela, alors, il faut absolument que le polymère soit confiné entre des zones remplies à 100% en polymère. Donc, on va créer un bouchon dynamique au niveau de la vis. Et puis, bien évidemment, vous aurez un bouchon qui est formé naturellement, puisque à la filière, la matière emplit complètement le volume. Alors, on peut faire plusieurs zones. C'est ce qui est notamment fait dans les extrudeuses bilis. On peut faire plusieurs zones de confinement du CO2 pour améliorer le contact entre le CO2 et le polymère, et puis faire des zones de mélange. Pour avoir un débit bien constant et maîtrisé en sortie d'extrudeuse, on peut rajouter une pompe à engrenage, comme je l'ai montré ici. Et puis, également, pour encore améliorer le mélange et le contact entre CO2 et le polymère, on peut rajouter à la filière un élément de mélange. Euh, Souvent, c'est un mélangeur statique, comme je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, on peut faire varier la pression en mettant une valve qui va contrôler la pression en sortie de filière. Et de cette façon, on peut obtenir un matériau polymère qui va sortir sous la forme de mousse ou sous la forme de particules. Alors maintenant, l'injection de CO2, elle ne se fait pas obligatoirement au niveau du fourreau de l'extrudeuse, elle peut se faire aussi, hein. Il y a un certain nombre de procédés où l'injection, elle va se faire justement uniquement à la filière, et donc le mélange sera assuré par le garnissage qu'on va mettre dans la filière. Alors, je vous ai dit que voilà, quand on a cette configuration, le matériau sort sous forme de mousse, hein, puisqu'il va s'expanser lorsque il va y avoir une dépressurisation du CO2. Par contre, si on veut que le produit sorte non moussé de l'extrudeuse, eh bien, il va falloir faire une extraction préalable du CO2 au niveau du fourreau de l'extrudeuse. Donc là, on va aménager une zone d'extrusion en ouvrant le fourreau de l'extrudeuse, et puis donc on sortira un matériau non moussé. Voilà, je vous ai montré un petit peu toutes les configurations possibles. Là, je voulais vous donner une idée des équipements qui étaient utilisés pour réaliser l'injection du CO2 supercritique, hein. Au laboratoire, on va utiliser des pompes à piston de type HPLC ou des pompes type seringue, et donc avec des débits qui sont relativement faibles. Mais quand on passe à une étape industrielle, il y a des pompes qui sont configurées pour pouvoir injecter plusieurs centaines de kilos par heure de CO2. Alors, toujours pour revenir à comment on va réaliser le contact entre le CO2 supercritique et le polymère dans une extrudeuse, eh bien, dans une extrudeuse monovis, on peut aménager une zone dans laquelle on va créer un espace pour que le CO2 puisse être injecté. Donc, on ne sera pas sous pression. Donc, dans une extrudeuse monovis, on va obtenir cet effet en réduisant le diamètre de la vis. Voilà, ce qui va permettre l'introduction facilitée du CO2 supercritique. On peut également, dans une monovis, pour créer ce que je vous ai appelé la zone de confinement du CO2, ajouter des anneaux de restriction, comme ce qui est souvent fait dans l'agroalimentaire, où là, ce n'est pas forcément du CO2 qu'on va injecter pour faire mousser les produits, mais on va utiliser de l'eau et la vapeur d'eau pour obtenir des produits expansés. Maintenant, dans une extrudeuse bivis, alors c'est vrai que là, je reviens un petit peu dans les détails, mais c'est important ensuite pour comprendre les procédés qui vont utiliser le CO2 supercritique. Dans une extrudeuse bivis, pour réaliser les zones de confinement
du CO2, on va utiliser des éléments donc en plus des éléments de convoyage classiques qui vont permettre de convoyer la matière depuis la trémie d'alimentation jusqu'à la filière, pour créer des bouchons dynamiques au sein de l'extrudeuse, on va utiliser des éléments de vis à pas inverse, ce qui permet, comme sur le petit diagramme qui est montré à côté, de faire monter la pression, donc de remplir spécifiquement ces zones et, donc d'éviter le retour de CO2 supercritique vers la trémie d'alimentation. Voilà, alors ça peut se faire, ces montées en pression, ces bouchons dynamiques qui peuvent être réalisés soit en utilisant des pains inverses, soit en combinant des pains inverses avec des éléments de mélange, tels que les malaxeurs blocs, comme on a l'habitude de le faire en extrusion. Alors, maintenant, donc ça c'est, je l'ai dit, il faut que quand on fait de l'extrusion assisté par fluide supercritique, il va falloir confiner le CO2 pour qu'il ait le temps de s'imprégner dans le polymère fondu. Et puis pour accélérer cette imprégnation, ce mélange, qu'on ait un bon mélange entre le CO2 supercritique et le polymère, on va utiliser des éléments de mélange. Alors là, c'est de la même façon, quand on est en extrudeuse monovis, on va plutôt utiliser le type de mélangeurs qui sont indiqués ici sur la gauche. Et puis en extrudeuse bivis, on utilisera classiquement des éléments de mélange qu'on dit de type bloc malaxeur ou de type turbine, comme vous voyez ici en dessous. Et enfin, je vous avais dit que le mélange peut aussi se continuer au niveau de la filière, hein. Donc là, on n'a plus la vis pour mélanger, mais on peut avoir un garnissage comme les mélangeurs statiques, qui sont de très bons éléments pour continuer à bien réaliser le mélange, le contact entre le CO2 supercritique et le polymère fondu. Alors voilà un petit peu ce que ça donne. Là, je voulais illustrer ça sur un procédé qu'on avait mis au point au laboratoire au début des années 2000, où on avait travaillé avec la société Arkema sur le greffage d'anhydride maléique sur le polypropylène. Ce qui est intéressant ici à regarder, donc ici vous voyez le polymère et l'anhydride maléique qui étaient introduits à la trémie. Et puis on a créé une zone de confinement du CO2 pour pouvoir avoir ce bon contact entre le CO2 supercritique et le polymère. Mais vous voyez que les pressions qu'on atteint, elles sont de l'ordre de 100 à 120 bars. On n'a jamais pu atteindre des pressions supérieures. Donc ça, c'est des pressions qui sont tout à fait suffisantes pour qu'on soit dans l'état supercritique, mais ça peut être une limitation quand on veut obtenir une bonne performance pour le procédé. Par exemple, ici, pour obtenir des rendements très importants en greffage, pour la réaction de greffage. Et puis, dans des monovis, on peut atteindre des pressions qui sont de l'ordre qui peuvent être supérieures. Alors aussi, voilà, pour terminer un petit peu avec ces présentations des procédés, il est possible aussi pour améliorer encore l'efficacité de ces procédés, c'est de travailler avec des tandems d'extrusion, parce que des tandems d'extrudeuses, comme l'a dit Véronique tout à l'heure, en fait, comme je l'ai dit, il y a un paramètre qui est important, c'est d'avoir une pression suffisante pour avoir une bonne efficacité pour le procédé, pour les opérations qu'on cherche à faire dans l'extrudeuse, mais aussi il faut avoir des temps de séjour suffisamment longs. Donc, on peut augmenter ces temps de séjour en travaillant, par exemple, avec des extrudeuses en tandem. Donc, par exemple, ici, vous voyez, c'est un brevet qui a été posé par Werner et Feiderer, qui sont des fournisseurs de machines, hein, des équipementiers qui fabriquent des extrudeuses bivis. Donc, vous voyez que là, ils ont posé un brevet où on peut travailler avec une première extrudeuse dans laquelle va se faire la dissolution, donc la mise en contact du fluide supercritique avec le polymère, et ensuite l'extraction du CO2 supercritique. Donc, c'est ce procédé d'extraction qu'on utilisera quand on voudra enlever des décontaminants, par exemple d'un plastique en fin de vie. Eh bien, il va se faire dans la deuxième extrudeuse. Et ça permet aussi, cette configuration en tandem d'extrusion, de mieux contrôler les paramètres opératoires et de mieux stabiliser le procédé.
pour terminer cette partie un petit peu techno, je terminerai par les mesures en ligne qu'on peut effectuer pour contrôler le procédé. Alors, il y a deux types de mesures en ligne que j'ai notées, donc, qui peut être utilisée. C'est la mesure de viscosité en ligne. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le fait d'ajouter du CO2 supercritique dans un polymère fondu, ça permet de réduire très notablement la viscosité des plastiques. Et donc là, c'est une étude qui a été faite dans le cadre d'une thèse, celle de Mathieu Nobelen en 2006, et où on avait effectivement, alors c'est relativement simple, hein, cette mesure. En fait, elle se fait au niveau de la filière. On va mesurer la perte de charge qui se produit au niveau de la filière dans un mélange d'un polymère dans lequel aura été mélangé du fluide supercritique. Et puis, on peut revenir de cette façon très simple en connaissant le taux de cisaillement, puisqu'on connaît le débit qui sort de l'extrudeuse, et en connaissant la perte de charge, on peut remonter à la viscosité. Donc voilà, ça c'est des études qui nous, par exemple, dans le cas d'un polyéthylène à très haut poids moléculaire, on a pu donc constater qu'effectivement, on réduisait drastiquement la viscosité du polymère. Ici, vous voyez la viscosité de ce PE à très haut poids moléculaire en fonction du taux de cisaillement. Quel que soit le taux de cisaillement, vous avez une baisse très importante lorsqu'on va introduire de plus en plus de CO2 supercritique. Alors, une deuxième mesure en ligne, donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans une publication, hein, c'est pas des mesures que l'on a faites ici au laboratoire, c'est en utilisant une mesure proche infrarouge qui permettait de déterminer en ligne la concentration de CO2 qui était effectivement dissoute dans le polymère. Donc, en suivant euh, par chromatographie, donc excusez-moi, par proche infrarouge, en suivant la bande ici, vous voyez ici à 2019, on voit que cette bande augmente enfin les auteurs de la publication dont je vous ai mis les références ici, on voit que cette bande, elle augmente en fonction de la concentration en CO2 supercritique. Donc ensuite, on peut tracer une droite de corrélation entre pour retrouver, euh, pour avoir la mesure de la concentration de CO2 qui va être dissous dans le polymère. Alors voilà, donc j'ai passé voilà, Est-ce à qu'on peu peut se près donner les 5 trois. minutes, Sandrine? Oui, oui, allô? Oui, Oui, est-ce qu'on peut se donner 5 minutes à peu près? encore pour finir? Moi, j'avais un Oui, quart, à peu on près. m'avait donné une demi-heure, là, je suis à un quart d'heure. Ouais, d'accord, oui, Ah, ok. ok, moi j'en suis à 25 minutes. Ah, 25 minutes, ah, c'est moi qui t'ai fait mal. Ah oui, D'accord. alors. Bon, alors, donc, je vais essayer d'aller vite alors. Pour vous donner ces exemples, j'ai peut-être passé trop de temps mais je voulais bien expliquer comment la technologie derrière ce procédé, parce que Mhm. c'est très important quand on veut mettre en œuvre ce procédé. Donc, je vais très rapidement vous donner des exemples. Alors, de décontamination par extraction. Donc, les plastiques pollués, ben, vous savez ils peuvent contenir des additifs qui sont déjà inclus au moment de la synthèse, hein, des agents unifiants, des plastifiants, et ils peuvent être aussi contaminés parce que lors de leur utilisation, ils ont été mis en présence, par exemple, pour des réservoirs à essence, ils vont être mis en présence d'essence, ou pour des plastiques qui auront été utilisés dans le packaging, ils vont être mis en contact avec des corps gras. Donc, on aura un produit pollué. Donc, pour dépolluer, on va utiliser le même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure pour l'extraction, par exemple, de la caféine dans le café, hein. Donc, on va mettre en contact le plastique fondu avec le CO2 supercritique dans l'extrudeuse, et en faisant une dépressurisation à la filière, on va pouvoir récupérer le CO2 et les contaminants qui sont volatiles. Donc, alors, s'il faut aller un peu vite, voilà. Donc, j'avais choisi deux exemples qui étaient issus de la littérature. Un exemple justement de procédé où on utilisait le CO2 supercritique en partant de réservoirs diesel en polymère haute densité qui ont été broyés, introduits dans l'extrudeuse, mis en contact avec le CO2. Et si vous voyez, ici, on fait l'extraction du CO2, ce qui permet d'éliminer, le CO2 va entraîner les contaminants. On va pouvoir récupérer, hein, ici au niveau de la séparation.
de ce séparateur, et puis recycler le CO2 comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, puisqu'il faut aller vite, je vais passer le deuxième application, toujours pour enlever les contaminants. C'est les collègues de Lyon, hein, donc l'IMP, notamment Yvan Chalamé, qui est à Saint-Étienne. Ils ont travaillé sur un projet, donc REPALI 2, qui se poursuit aujourd'hui sous le nom de Super PE et qui a été financé par le FUI et puis ensuite par Citeo. Ils ont travaillé sur justement la décontamination des plastiques qui sont en contact avec des contaminants durant leur utilisation en tant qu'emballage. Donc, ils ont choisi des molécules modèles pour étudier le procédé dans un premier temps. Tout d'abord en autoclave. Donc là, ils ont montré que c'était en autoclave et en présence de CO2 supercritique. Et donc, ils ont montré l'efficacité de ce procédé. Et puis, ça, c'est ce qu'a montré tout à l'heure Véronique. Ils sont passés à l'échelle extrusion. Donc, ils ont montré qu'il y avait quand même des limitations. Ils pouvaient extraire les molécules, mais jusqu'à des tailles de 400 grammes par mole. Maintenant, ils voudraient monter à faire des extractions avec des molécules de plus haut poids moléculaire, et donc ils sont en train d'installer une extrusion avec un fourreau beaucoup plus long où ils pourront monter plus haut en pression pour que ce soit plus efficace et aussi où ils auront des temps de séjour plus importants. Donc oui, maintenant, donc le deuxième partie, donc ça c'était la partie traitement des plastiques pollués par le CO2 supercritique, donc par des opérations d'extraction. Maintenant, une fois qu'on a ces plastiques dépollués, bon, on peut les valoriser, par exemple sous forme de mousse, puisque le procédé, quand on introduit du CO2 dans une extrudeuse et qu'on le dégaze ensuite on fait une dépressurisation à la filière, on va obtenir un produit expansé. Donc là, il y a beaucoup d'applications qui permettent de revaloriser les matières à recycler, donc dans le packaging, hein, pour faire des produits allégés, anti-choc, dans le bâtiment pour faire des isolants thermiques, on peut en faire des absorbants, puis après il y a des applications dans le milieu médical. Ces mousses, par extrusion, on peut faire varier leurs caractéristiques, hein, par exemple leur légèreté, on peut faire des mousses à plus ou moins haute, forte densité, on peut jouer aussi sur leur nature, faire des mousses rigides, souples, et puis on peut travailler aussi sur leur structure en jouant sur la taille et la distribution des cellules qui vont se former lorsqu'on va faire la mousse. Alors, voilà. Donc, je vais peut-être passer sur cette partie-là parce que je voulais juste vous donner quelques exemples quand même de recyclage chimique. Ceux qui sont intéressés pourront me recontacter ou je pourrai répondre aux questions par la suite. Juste, il faut savoir que pour faire ces mousses, c'est pas quelque chose de trivial, hein. Quand on est en CO2 supercritique, il va falloir parfaitement maîtriser les paramètres opératoires du procédé, hein, que sont avoir des pressions, des températures stables et optimiser à la filière. Et puis, on peut aussi jouer sur des paramètres physico-chimiques. Donc là, on va plutôt jouer sur la formulation du plastique qu'on va faire mousser. Par exemple, en ajoutant un certain nombre d'additifs pour améliorer la nucléation, utiliser aussi pour stabiliser la structure finale. On peut aussi ajouter des polymères qui auront des comportements d'amélioration, d'allongement à la rupture, ce qui est très important pour avoir des produits, des mousses stabilisées. Donc, ça peut se faire aussi. Alors là, je vous ai juste montré ce qui se fait actuellement en France, hein, ce procédé-là, pour faire des mousses. Il est développé à l'IMT Albi Carnot, au centre Rhapsody, hein, chez nos collègues de la région toulousaine. Et puis aussi à Bordeaux, il y a l'Institut Canoë qui travaille aussi sur cette technologie. Et je voulais citer aussi le CRIT polymère qui, lui, travaille avec un tandem d'extrudeuses pour faire des mousses à structure maîtrisée. Donc voilà, ça peut s'adresser à un très large panel de polymères, même si, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas toujours, voilà, c'est pas des opérations triviales à mener, et c'est des études qui sont à mener cas par cas. Alors, je vais passer sur le côté mousse, voilà, même si j'aurais
voulu bien développer cette partie-là. Je vais finir par le recyclage chimique. Donc là, on cherche à décomposer. Alors, des thermoplastiques qui sont des chaînes linéaires, on va essayer de retrouver les monomères initiaux. Et puis, pour des élastomères et thermodurcis, l'objectif, c'est de faire une déréticulation, c'est-à-dire de faire des coupures dans le réseau pour essayer de la même façon de retrouver les molécules linéaires qui étaient à l'origine des élastomères ou les élastomères. Alors, je recoupe avec ce qui a été dit précédemment. Donc, la pour les thermoplastiques, on peut faire de la glycolyse du PVC assistée en extrusion par du CO2 supercritique, ce qui permet de fluidifier le milieu et d'avoir un meilleur contact entre le réactif, par exemple ici, c'est une glycolyse, donc entre l'éthylène glycol, un meilleur contact entre l'éthylène glycol et le PET, donc ce qui devrait favoriser la glycolyse du PET. Voilà un exemple du procédé, hein, toujours en partant du PET gras de bouteille, on peut obtenir les oligomères, un certain nombre d'oligomères. Et puis mais je crois que Claude Janin en parlera mieux que moi. On peut utiliser aussi l'extrusion sous fluide supercritique pour réaliser la dévulcanisation des élastomères. Alors ça, c'est un procédé qui est très important aujourd'hui parce que on cherche à revaloriser, par exemple, les élastomères qui sont utilisés dans les pneus, hein, puisque vous savez que dans les pneus, un composant majoritaire, c'est des élastomères. Et en fait, ces élastomères, pour pouvoir être utilisés dans les pneus, ils sont vulcanisés, c'est-à-dire qu'on fait une opération de vulcanisation, on crée des liens entre ces molécules linéaires. Et en fait, si on veut remettre en circulation, recycler ces élastomères, eh bien, il va falloir passer par une étape de destruction de ces liens, plus ou moins complète. Et donc, voilà, ça peut également se faire en extrusion assistée par supercritique. Là, c'est pareil, hein. L'avantage, c'est que le polymère va pouvoir gonfler, le CO2 supercritique va pouvoir gonfler le polymère et donc favoriser la cassure de ces liens qui avaient été créés pendant la réticulation. Je vais m'arrêter ici pour laisser la parole à Claude Janin. Je suis désolée d'avoir débordé. Non, merci beaucoup, Effectivement, ça s'est Sandrine. accumulé un petit peu avec le retard précédent. Non, non, Mais je suis désolé. donc je voulais remercier. Voilà. Ah oui, juste pour finir, si vous voulez en savoir plus pour tout ce qui est mousse, il y aura un jubilé donc au centre Rhapsody. Hein, là, je voulais parler de l'IMT Minalbi. Dans le cadre du jubilé qui va être donné en l'honneur du professeur Jacques Fage, il y aura une journée scientifique fluide, supercritique, enjeux et perspectives, donc qui est très prochainement, hein, le 4 juin. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par tout ce côté valorisation des plastiques sous forme de mousse, à assister à cette journée scientifique qui sera sûrement très très intéressante. Voilà. Merci, Je merci vous remercie Sandrine. encore de votre attention. Et je remercie toute Désolé l'équipe de avec jouer le laquelle j'ai travaillé et timekeeper. qui m'a permis d'acquérir ces connaissances sur le Pas de souci. procédé Désolé d'extrusion. de jouer le timekeeper, c'est toujours un Ouais, peu oui, ingrat. désolé. Juste quand même une question malgré tout, avant de passer à la présentation Oui. de Claude, une question. On dit que l'industrialisation du procédé continu en CO2 supercritique est confrontée à des problèmes de coût. Et comment on peut expliquer cela? Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est lié au débit des installations? Alors oui, moi ce que parce que en fait, ici à Nancy, il y a eu une personne, Michel Perru, qui a été un peu pionnier dans le développement du supercritique, de l'utilisation des fluides supercritiques dans les procédés, hein. Et il y a même des entreprises, il a fondé des entreprises qui ont utilisé ce procédé. Donc lui, ce qu'il disait, c'était qu'en fait, oui, il y a un coût de départ, mais quand on atteint un certain un niveau, euh, une certaine échelle et des certains débits, eh bien, ce coût de mise en œuvre donc, du CO2 supercritique peut être réduit. En fait, il y a un effet d'échelle, si vous voulez. C'est vrai que quand on reste pour l'extrusion, voilà, quand on reste à une échelle, le coût des matériels, hein, vous voyez, je vous ai présenté, il faut des pompes, faut avoir une installation sécurisée parce qu'il faut quand même monter en pression dans l'extrudeuse, donc c'est quand même pas quelque chose de trivial. Donc c'est vrai que quand on est sur des petites échelles, le coût peut être assez important.
Maintenant, si on arrive à faire, alors je vais parler là des projets qui sont actuellement mis en œuvre sur la décontamination là, par l'IMP Lyon et Saint-Étienne. En fait, ils vont déjà arriver à des échelles plus importantes et donc ils vont s'intéresser aussi à ces problèmes de coût. D'accord. Merci beaucoup, Sandrine. Merci pour votre intervention. Donc, je vais maintenant donner la parole à Claude Janin. J'ai mis ma présentation en plein écran, vous la voyez? Très bien. Bon, eh ben, j'attaque. Donc, Claude Janin, je dirais quelques mots. Le séminaire est organisé également par le GFP. Donc, rapidement, un petit mot sur le GFP. C'est une association qui est là pour la promotion le développement des polymères. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs industriels et universitaires qui participent au GFP pour coordonner les actions en faveur de tous ces matériaux polymères. À titre d'information, puisqu'on en a parlé, on va organiser en fin d'année un atelier sur la problématique des micropolymères dans l'environnement. Et on va demander à l'intervention d'un certain nombre de biologistes, de toxicologues, etc., de parler aux polyméristes pour dire exactement ce que l'on doit entendre par tous ces aspects dont on parle beaucoup, des microplastiques et des micropolymères plus généralement. Donc, j'attaque directement sur ma présentation. Donc, ça va faire tout à fait dans la suite de ce que vient de dire Sandrine. Donc, le travail est fait dans le cadre du LRSACP, qui est le laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et des plastiques. Alors, en ce qui me concerne, donc j'ai un lourd passé dans le domaine du caoutchouc, puisque j'ai travaillé 37 ans chez Michelin, et j'ai travaillé encore postérieurement pour le laboratoire de recherche de l'LRCCP. Et donc, depuis le début de l'année, le LRCCP m'a sollicité pour monter une série d'études sur la régénération du caoutchouc. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la régénération du caoutchouc par extrusion réactive, sachant qu'il y a bien d'autres possibilités de recycler du caoutchouc. Donc, quelle est la problématique du recyclage du caoutchouc? Alors, je ne parle que des caoutchoucs vulcanisés. Hein. Les thermoplastiques élastomères se rapprochent plus de la problématique des thermoplastiques. Donc, les caoutchoucs, vous le savez, sont réticulés, soit par des ponts soufre, on appelle ça la vulcanisation, soit par des ponts carbone. Donc, il y a deux grandes catégories d'objets en caoutchouc, les pneumatiques et le caoutchouc industriel. Il faut savoir qu'au niveau français, c'est à peu près 50-50 du point de vue tonnage. C'est de l'ordre de 300, les deux sont de l'ordre de 300 000 tonnes par an de produits en caoutchouc. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur ces caoutchoucs? On peut les granuler. Donc les granuler, c'est-à-dire les transformer sous eau ou en granulation cryogénique pour obtenir des produits qui font quelques dizaines de microns à quelques millimètres. Bon, ces granulats, on peut les réintroduire dans des mélanges crus, mais avec une perte significative des propriétés mécaniques et bien entendu, quand on fait des pièces, des défauts d'aspect. Alors, la régénération thermomécanique peut pallier ce problème. Donc, il s'agit de faire une régénération par traitement thermomécanique. Je dirais quelques mots. C'est uniquement thermomécanique, c'est-à-dire ce que l'on fait, c'est sans ajout de produits chimiques. Je vous donne en dessous les énergies de liaison dans le caoutchouc. Vous voyez que donc elles sont variables, elles passent de 226 kJ par mol à 345 kJ par mol. Bon, l'énergie de liaison des liaisons soufre-soufre est plus basse que les énergies de liaison carbone-carbone, mais dans le caoutchouc, il y a malheureusement plus de liaisons carbone-carbone que de liaisons soufre-soufre. Ça veut dire, et je vais y revenir, ça veut dire que quand on va faire une régénération thermomécanique, on va couper préférentiellement des liaisons soufre-soufre, mais on va également couper des liaisons carbone-carbone. Donc, il y a des réalisations qui ont été conduites pour travailler sur ce traitement thermomécanique en double vis de caoutchouc vulcanisé. Une entreprise en Italie a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Il s'agit de l'entreprise Maris. En France, vous avez l'entreprise Phoenix Technologies avec laquelle j'ai travaillé qui travaille également sur ce sujet-là. Et l'entreprise Plymouth a acquis une machine Maris pour travailler sur le recyclage, sur la régénération thermomécanique du caoutchouc. Alors, on trouve aussi pas mal d'articles dans la littérature où, dans ce cas-là, on utilise
des agents chimiques qui vont favoriser la coupure des liaisons soufre-soufre. Je vous ai cité ici les travaux qui ont été faits par l'université de Twente, un procédé Lefgoum, un procédé de Linck, des procédés développés par la firme Lehigh. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait la régénération thermomécanique? Ce procédé donc permet, comme je vous l'ai dit, de couper en majorité des liaisons soufre-soufre, mais on coupe aussi des liaisons carbone-carbone. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe d'un produit qui est dans un état caoutchoutique à un produit qui est dans un état liquide. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de mesurer après régénération, c'est les unités des caoutchoutiers, une viscosité Mounet ou une fluidité, ce qu'on ne peut pas faire, bien entendu, sur le produit lorsqu'il est réticulé. Donc, on a fait passer le produit dans un état liquide. Et pour ce que je vais vous dire après, c'est très important. On est capable, en fonction des paramètres du procédé, on est capable de maîtriser la viscosité Mounet entre des valeurs comprises entre 30 et 80. On peut caractériser les produits régénérés en mesurant, bien entendu, un taux de gonflement. Donc, si vous dévulcanisez, le taux de gonflement augmente. Et également par des extraits avec des solvants spécifiques, des solvants acétone qui enlèvent tous les COV qui sont dans le caoutchouc, et au toluène qui enlève les bas poids moléculaires qui ont été formés lors de la régénération. Et on trouve, dans l'extrait toluène, on trouve des produits avec des poids moléculaires plus bas que ceux qu'on trouve dans le caoutchouc traditionnel. Alors, je vous donne simplement un exemple de régénération. C'est une installation qui est chez Phoenix Technologies. Phoenix Technologies possède deux machines, une de 27 mm et une de 65 mm, qui permet donc de faire des débits significativement différents. Et vous voyez que dans le dessin, vous passez d'un état qui est un état, où est-ce que j'ai ma souris, qui est un état on introduit des granulats dans, pardon, je reviens sur le précédent. On introduit des granulats dans la double vis, et à la sortie, on sort un produit qui est continu, qui se présente sous la forme d'un liquide. Donc, quand on regarde ce qui se passe après la régénération thermomécanique du caoutchouc, on a, si vous prenez la courbe qui est à droite, vous voyez en suivant la courbe rouge que si vous passez ça dans un rhéomètre, vous n'avez plus aucune vulcanisation, vous n'avez pas de changement de module, le produit est parfaitement liquide et ce qui fait qu'on peut le garder, et il ne revulcanise pas, tout le système vulcanisation a été détruit. Par contre, si vous rajoutez sur un outil à cylindre simple, si vous rajoutez le système de vulcanisation classique du caoutchouc, c'est-à-dire avec du soufre, avec l'acide stéarique, de l'oxyde de zinc et des accélérateurs, vous avez une courbe rhéométrique qui évolue, et vous voyez que le module, c'est la courbe rouge que vous voyez ici, le module réaugmente lorsqu'on chauffe le produit, c'est-à-dire qu'on revulcanise le produit dans ce cas-là. Donc, on a fait des essais en utilisant un système de vulcanisation, en rajoutant un système de vulcanisation sur outil à cylindre, et si on réalise après cuisson une plaque et qu'on mesure les propriétés physiques, on mesure des propriétés mécaniques qui sont dégradées liées au fait que l'on a effectivement introduit, on a créé des bas poids moléculaires. Donc, en gros, si vous voulez, si on prend le produit à 100%, qu'on met le système de vulcanisation, on perd de l'ordre, en simplifiant, de l'ordre de 20% des propriétés mécaniques. Il est bien évident qu'en termes de régénération, en termes de recyclage, si vous réintroduisez un produit comme ça à 10 ou 20% dans un mélange vierge, vous voyez que pratiquement, vous n'avez plus aucun impact sur les propriétés mécaniques, et vous avez supprimé tous les défauts d'aspect liés à l'utilisation de granulats. Alors, pour aller dans la suite de ce qui a été dit, donc on est en train de monter une thèse qui va démarrer au mois de septembre à l'IMP de Saint-Étienne, qui est financée par le LRCCP, justement pour travailler de manière un peu plus approfondie sur tous les paramètres de la régénération, le profil de la vis, la température, la pression, la vitesse de rotation, etc., tout ce qu'on connaît dans une double vis. Et bien sûr, pour reprendre ensuite ce que vient de dire Sandrine, on va travailler aussi avec le CO2 supercritique
dans l'installation qui sera disponible à Saint-Étienne, avec l'objectif très, très important pour le caoutchouc. Il y a dans le caoutchouc un certain nombre de produits qu'on appelle des produits néoformés, qui sont des produits qui sont la conséquence des réactions de vulcanisation et également du vieillissement du produit et de la modification des antioxydants qui sont utilisés dans le caoutchouc. Et ces produits, on espère bien qu'en utilisant le CO2 supercritique, on arrivera à évacuer ces produits-là. C'est ce que j'ai discuté récemment avec Yvan Chalamet. On arrivera à évacuer ces produits-là pour avoir un produit qui sera débarrassé de tous ces produits qui sont des produits néoformés et qui ont, pour les applications ultérieures, qui ont souvent quelques conséquences sur des problèmes liés à l'odeur. Donc, pour faire suite à ça, il y a une deuxième thèse que l'on va lancer également à Saint-Étienne sur l'utilisation, sur les alliages thermoplastiques caoutchouc. Donc, on a déjà là aussi une expérience dans ce domaine-là. En utilisant une double vis, par extrusion réactive, on peut réaliser des alliages entre des thermoplastiques type polyéthylène, polypropylène, éthylène vinylacétate-alcool, qui peuvent être mélangés avec des caoutchoucs recyclés. Alors, caoutchoucs recyclés qui peuvent être des granulats ou du régénéré. L'intérêt, et ce qui est très important, l'intérêt d'utiliser du régénéré, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir un produit qui va être sous une forme liquide, c'est-à-dire que l'on pourra travailler sur différents niveaux de viscosité en comparaison avec la viscosité du thermoplastique et ainsi obtenir des morphologies qui peuvent être très différentes. Vous connaissez ça, la phase continue pouvant être d'un côté le thermoplastique, de l'autre côté le caoutchouc. Et ça nous permet on a déjà une première expérience là-dessus, ça nous permet de réaliser des produits ayant l'aspect de polymère choc. Donc, par exemple, on en parlait tout à l'heure, rajouter ces produits-là dans du polypropylène recyclé pour faire, par exemple, des pare-chocs choc. Et on a des résultats, je vais vous les présenter, on a des résultats qui sont positifs par rapport à ça. Et puis, on peut aller, si on va plus loin, si on met un peu plus de caoutchouc, on peut aller jusqu'à des caoutchoucs thermoplastiques vulcanisables. Les caoutchoucs thermoplastiques vulcanisables type Santoprène étant classiquement du polypropylène dans lequel on a introduit de l'EPDM. Et là, on essaierait de faire ça en même temps avec du polypropylène recyclé et de l'EPDM recyclé pour faire des thermoplastiques vulcanisables. Alors, l'originalité de la thèse par rapport à ce qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus précédemment, l'originalité de la thèse, c'est qu'on va travailler avec un polymère régénéré qui, lui, est liquide, alors que tous les travaux qui ont été faits par avant et que j'ai trouvés dans la littérature sont tous faits en introduisant des granulats de caoutchouc et non pas du polymère régénéré dans la double vis pour faire les alliages thermoplastiques caoutchouc. Quelques exemples par rapport à ça, bon, c'est très simple si vous voulez, mais ça donne juste un exemple. Lorsque vous augmentez le taux de caoutchouc dans le plastique, ben vous avez classiquement le module qui baisse, mais surtout la résistance, le choc Charpy qui augmente de manière significative. Donc, on va facilement vers des produits qui sont des polymères chocs. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment, l'utilisation du régénéré offre des possibilités très intéressantes en termes pour ajuster les viscosités entre thermoplastiques et obtenir des morphologies qui sont particulières, donc des propriétés intéressantes. Les travaux précédents dont j'ai parlé ont été faits dans le cadre de projets qui s'appellent InPurePlast 1 et InPurePlast 2 est en cours en train de se finir et finira au mois d'avril l'année prochaine. Donc, par les sociétés, les porteurs sont les sociétés Overgood et Spherex. On a vu récemment dans l'InPurePlast 2 qu'on était capable d'améliorer significativement les propriétés de durabilité, qui était un problème qu'on avait précédemment, et également les inconvénients liés à l'odeur. Et comme je vous l'ai dit, les poursuites de ces travaux vont se faire dans le cadre d'une thèse qui également va se faire donc à l'INP Saint-Étienne, dans l'équipe de Christian Carreau et Olivier Chalamet. Donc, en conclusion, l'intérêt de la régénération, c'est
La première, c'est d'être capable d'introduire dans des mélanges de caoutchouc beaucoup plus de caoutchouc recyclé que si on utilise uniquement des polymères micronisés. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous ai présenté, c'est la possibilité de réaliser des polymères chocs et des caoutchoucs thermoplastiques vulcanisables en utilisant et des thermoplastiques recyclés et du caoutchouc recyclé, ce caoutchouc recyclé étant préférentiellement régénéré. Voilà, j'ai été assez vite parce que je pense qu'on a pris beaucoup de retard. Donc voilà, je vais enlever ma... Merci beaucoup, Claude. C'est très bien au niveau du timing. On a le temps pour quelques questions. Il y en a une déjà qui est, a-t-on une idée de la valorisation du prix du caoutchouc régénéré liquide pouvant servir d'additif dans les thermoplastiques? Alors aujourd'hui, c'est très difficile, parce que bien évidemment, les conditions de fabrication du caoutchouc régénéré sont variables suivant le caoutchouc à régénérer. On n'a pas, tous les caoutchoucs. Alors, il y a eu, pardon, je voulais dire, il y a eu énormément de choses de faire en termes de caoutchouc régénéré sur les déchets de pneus, sur les granulats de pneus qu'on peut obtenir. Donc, il y a eu énormément de choses de faites. Sur les caoutchoucs industriels, il y a eu un peu moins de choses de faites. Il y a quand même eu pas mal de choses de faites dans le domaine des EPDM et du butyl. Si vous voulez, pour fixer les idées, le caoutchouc régénéré, on va dire, allez, je vais me lancer, c'est entre 700 et 1000 euros la tonne. Donc 0,7 euros du kilo, ce qui fait quand même un produit qui est quand même très intéressant par rapport à de l'EPDM brut, qui doit être à 2000 euros la tonne. J'ai répondu à la question? Oui, oui. Une autre question. On parle beaucoup actuellement aussi de pyrolyse sur le recyclage en fait des caoutchoucs et aussi des pneus notamment, où on a l'obtention d'huile et de noir de carbone. En fait, comment on pourrait positionner ces deux technologies et l'avantage de l'un par rapport à l'autre? Alors, je vous ai dit en introduction que la régénération était l'un des sujets sur lesquels on travaille. Alors, il y a eu beaucoup de choses de fait sur la pyrolyse. En particulier, et récemment, il y a eu un gros projet qui a été déposé par Michelin, qui s'appelle Black Cycle, qui a comme objectif de travailler sur la pyrolyse. Alors, quand vous faites de la pyrolyse, vous obtenez deux types de produits, outre des gaz, vous obtenez deux types de produits. Un qui est du noir de carbone, utilisable, mais avec une curiosité qui est quand même assez grande, c'est qu'il a les caractéristiques d'un noir renforçant, et quand on le met dans un mélange, il se comporte comme un noir non renforçant. Mais ce noir non renforçant est intéressant parce que ce noir non renforçant est utilisé partiellement en pneumatique, mais est utilisé beaucoup par le caoutchouc industriel. Donc c'est un des aspects, ça fait partie des projets qu'on mène aussi dans le cadre du LRCCP sur ce recyclage-là. Le produit liquide que l'on obtient est un produit… Alors, il faut faire très attention. Sur le pneu n'utilise que des polymères qui sont, enfin, à 99% que des polymères qui contiennent du carbone et de l'hydrogène. Donc, quand on a des polymères qui contiennent que du carbone et de l'hydrogène, on obtient une huile dont la condensation en carbone, alors c'est là aussi, ça dépend de la température de pyrolyse, est utilisée et semble-t-il, aux alentours de 15 carbone. Et ce produit-là peut être utilisé, mélangé à des carburants pour un certain nombre d'applications. Il y a eu des essais de fait de mélange de ces produits-là avec du kérosène. Donc ça, c'est la… Mais je dis bien, c'est important parce que les produits contiennent que du carbone et de l'hydrogène. Dans le caoutchouc industriel, vous avez des produits qui contiennent du chlore, qui contiennent du fluor, qui contiennent des nitriles. Et dans ces cas-là, alors le chlore et le fluor, ce n'est pas la peine d'en parler en pyrolyse parce que l'acide chlorhydrique à 700 degrés, les installations n'aiment pas beaucoup. Et puis, avec le nitrile, je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Mais sachez simplement qu'on s'intéresse toujours qu'on continue à travailler sur la pyrolyse et que c'est l'un des sujets que l'on mène actuellement au LRCCP sur le recyclage du caoutchouc.
Merci beaucoup, Claude. Sandrine, vous vouliez répondre à une question? Non. Si je veux répondre à une question ou si j'ai une question? Non, vous vouliez répondre à une question en live qui avait été posée? Ah oui, non, mais si, parce que quelqu'un qui me demandait, je peux transmettre le support de ma présentation pour ceux qui me demandent, envoyez-moi un mail et je... D'accord, pas de C'est vrai que souci. j'ai peut-être mal équilibré entre la première et la dernière partie de ma présentation. Pas de souci. Écoutez, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup pour ces échanges de qualité. On est à peu près dans les temps, on a un peu dépassé, mais c'est pas très grave. On est vraiment très bien. Je pense que les échanges étaient très intéressants. Donc merci d'avoir accepté, même si les délais de présentation effectivement étaient peut-être un petit peu courts ou de préparation étaient un petit peu courts. Donc merci à vous. J'espère que ça aura permis d'éclairer notre auditoire sur ce qu'est l'extrusion réactive et sur ses possibilités, de voir les complémentarités qu'il peut y avoir justement au recyclage, à l'extrusion et au recyclage mécanique en général des polymères. Donc merci à tous. Il ne me reste plus qu'à clore le webinaire et à vous remercier, à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci pour ce partage. Merci, Eric. Merci, Merci au à revoir. tous. Au revoir. Allez, au revoir. Merci, au revoir.